Et avec nous sur le plateau de 64 minutes, Aurélien Taché, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes député français, membre du parti présidentiel La République En Marche, député du Val d'Oise. Que retenez-vous en priorité de ce que dit aujourd'hui Alexandre Benalla? On imagine que vous avez lu attentivement son témoignage. Oui, j'ai lu attentivement son témoignage et effectivement, on voit que voilà, il y a eu toute une série d'éléments qui ont finalement pu conduire à une situation qui est évidemment anormale. On a eu comme ça des fonctionnaires qui ont proposé à Alexandre Benalla un certain nombre de choses qu'il n'aurait certainement pas dû lui proposer, qu'il n'aurait pas dû non plus lui accepter. Et il se retrouve donc sur cette mission mal préparée. Il se retrouve finalement à assumer des responsabilités qu'il n'aurait pas dû sur cette mission pendant cette journée assumée et que tout ça est aujourd'hui en train d'être éclairci par les enquêtes qui sont en cours. Mais moi, ce que je retiens quand même principalement, c'est encore une fois derrière l'instrumentalisation politique qui est faite de cette affaire par un certain nombre de personnes en France. Finalement, le fait de ne pas accepter qu'un président de la République comme ça, de 39 ans, ait pu être élu, qu'il ait pu faire confiance pour une certaine partie de ses affaires à un jeune homme de 26 ans, qu'il a pu promouvoir parce qu'il avait confiance en lui, et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du procès en illégitimité qui est fait par ceux qui essaient d'instrumentaliser politiquement cette affaire. Guillaume Larrivé, qui était le rapporteur de la commission d'enquête, qui, je le rappelle, a été installé en 24 heures du jamais vu sous la Ve République, une pratique vraiment démocratique, a démissionné tout à l'heure après avoir essayé vainement pendant des jours d'instrumentaliser ses auditions politiquement, et ça, personne n'en est dupe, ni les Français. Vous dites instrumentaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de commission d'enquête sur une telle affaire? Mais par contre, il aurait fallu, bien sûr, moi j'étais pour la commission d'enquête, mais il aurait fallu que plutôt de chercher absolument à vouloir déstabiliser le président en auditionnant des proches qui n'ont rien à voir, en demandant à auditionner des proches qui n'ont rien à voir avec l'enquête, qu'on se concentre effectivement sur les déclarations de ce fonctionnaire de la préfecture de police, sur le directeur de cabinet du président et d'autres qui ont aussi été auditionnés, mais qu'on ne cherche pas à tout prix à entendre les collaborateurs d'Emmanuel Macron pour des raisons politiques plus que pour des raisons de faire éclater la vérité, qui est la seule raison d'être de cette commission d'enquête. Aurélien Taché, vous l'avez dit, Emmanuel Macron assume, il dit il a été un homme intègre, il a bien travaillé, il a fait une erreur, il la paie, il a promu quelqu'un qui n'était pas du sérail, c'est vrai, mais il aurait pu le faire aussi dans les règles de l'art, si l'on peut dire. Est-ce qu'il n'y a pas non plus aujourd'hui un problème qui se pose en France sur le fonctionnement même des institutions de la République, avec ce que souligne la presse étrangère parfois, un président très puissant et un Parlement très faible? Alors c'est une autre question qui est intéressante, effectivement, mais là je crois que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Alexandre Benalla a été recruté comme chargé de mission au cabinet de la présidence de la République. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, sur le plan juridique, institutionnel ou autre. C'est sur le plan politique que certains n'acceptent pas, encore une fois, qu'un jeune homme de 26 ans puisse accéder à ce type de fonction parce qu'il y a un procès en légitimité qui est fait. Il puisse aussi avoir l'instrument policier pour pouvoir intervenir dans une manifestation. Après, il y a eu cette journée-là où il y a eu des actes inadmissibles et où certains fonctionnaires de police, là aussi, ne sont pas irréprochables, puisqu'ils n'ont pas encadré les choses comme il le fallait, puisque je crois qu'ils ont voulu profiter aussi d'une proximité avec Alexandre Benalla pour des intérêts personnels, et tout ça, la commission d'enquête est en train de le démontrer, peut-être pour accélérer des carrières, voilà, on voit bien qu'il y a des règlements de compte entre les services internes de la police à travers cette affaire qui est en train de se révéler à travers la commission d'enquête qu'on a installée. En revanche, sur la question institutionnelle que vous posez, qui est intéressante, mais qu'il ne faut pas lier, à mon avis, à cette affaire, là, le raccourci serait quand même un peu... il y aura une réorganisation du cabinet de la présidence de la République, il y aura un certain nombre de choses, le président de la République l'a dit. Mais au-delà de ça, sur la question institutionnelle, oui, on est dans un régime qui n'est plus vraiment parlementaire, qui n'est pas non plus présidentiel, qu'on appelle parfois présidentialiste. Le président de la République, lors du Congrès, a dit qu'il était, par exemple, favorable à ce qu'il puisse venir s'exprimer et entendre les députés chaque année lors de ce Congrès. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Il parle et puis il s'en va. Il ne peut pas entendre ce qu'on lui répond. Il veut instaurer un débat, on le sait. Il veut instaurer un débat, c'est un premier élément pour accélérer cette présidentialisation du régime dans le bon sens, c'est-à-dire rééquilibrer les pouvoirs du Parlement, et j'espère qu'on aura l'occasion de voter ça à la rentrée. En tous les cas, Aurélien Taché, on le sait, cette affaire complique le fonctionnement même du débat parlementaire. Pour autant, aujourd'hui, ça a repris. Les députés français ont entériné une limitation du droit du sol à Mayotte. C'est un département français d'outre-mer. Vous suivez de près cette actualité. Alors, pour qu'on comprenne bien, désormais, il faudra vivre pendant 3 mois au moins, être résident au moins 3 mois pour que l'enfant qui naît à Mayotte puisse bénéficier de la nationalité française. Que vous inspire ce vote? Écoutez, à Mayotte, on a une situation qui est extrêmement difficile. Cette proposition qui a été faite est d'ailleurs faite par un parlementaire de Mayotte, du groupe de La République En Marche, qui avait interpellé le Conseil d'État il y a quelques mois pour savoir si effectivement
au regard de la situation que connaît le territoire, avec beaucoup de naissances dans l'hôpital de Mayotte qui sont d'enfants comoriens, il était possible d'imaginer une forme de statut extraterritorial pour cet établissement sans porter atteinte au droit du sol, sans porter atteinte aux valeurs qui sont les nôtres et qui sont que, évidemment, un enfant qui naît en France et dont, je le rappelle, il faut quand même avoir passé ensuite quelques années pour accéder à la nationalité, ça ne se fait pas immédiatement, puisse continuer à le faire. Le Conseil d'État a estimé qu'au regard de la situation du territoire, ça ne remettait pas en cause le droit du sol et ses principes, que c'était un aménagement qui était finalement proportionné au regard de la situation spécifique. Donc moi, je comprends qu'on ait besoin de trouver des solutions et l'important, effectivement, est que ça ne contrevienne pas, encore une fois, à nos principes d'ensemble. Alors vous avez, vous, remis une série de propositions sur un autre sujet récemment pour améliorer les conditions de vie et d'intégration des demandeurs d'asile en France. Toutes n'ont pas été reprises par le gouvernement, notamment en matière de logement. Qu'est-ce qui a été retenu et sur quoi êtes-vous satisfait? Alors moi, je suis très heureux du fait que d'abord, on ait des heures de français qui seront doublées, voire triplées pour les personnes qui arrivent en France et qu'elles puissent comme ça accéder donc à la maîtrise de notre langue, parce que c'est quelque chose qu'elles demandent. Avant d'avoir obtenu l'asile, hein, lorsqu'elles déposent un dossier, elles peuvent avoir accès à ces cours. Dans certains cas, commencer les cours avant, et une fois qu'elles l'ont obtenu, les heures seront triplées par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Je suis heureux aussi qu'ils puissent travailler plus tôt, les demandeurs d'asile. C'est quelque chose qui était pour moi un point très important, parce que la plupart des gens que j'ai pu rencontrer dans les centres d'hébergement, dans les camps, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus demander l'asile en France, nous disent, nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler. On ne demande pas la charité, quelque part, à la France. On ne veut pas être dans un centre d'hébergement avec une allocation. Ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler. Et donc, avec la proposition que j'ai faite, ils pourront travailler beaucoup plus rapidement que par le passé. Et puis ensuite, au sein de cette politique d'intégration, il y a beaucoup d'éléments, effectivement, qui sont de nature à finalement orienter les personnes dans notre pays pour qu'elles puissent y trouver leur place, pour qu'elles puissent trouver un emploi, pour qu'elles puissent trouver un logement beaucoup plus vite qu'auparavant. Il y a besoin pour ça d'une action spécifique, parce que quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas et que vous avez connu des persécutions, que vous avez connu toute une série d'éléments qui peuvent avoir perturbé votre vie, eh bien, vous avez besoin d'être accompagné, et sur tous ces éléments-là, le gouvernement a repris énormément de choses. Alors, vous militez aussi pour ce que vous appelez une culture française plurielle et vivante. Qu'est-ce donc au juste ? Bah écoutez, moi je trouve que c'est toujours très triste quand certains essaient de définir ce que la culture en la figeant une fois pour toutes, comme s'il n'y en avait qu'une, comme si elle était forcément par ailleurs héritée de racines lointaines. Et souvent ceux qui font ça refusent que des gens qui sont arrivés dans notre pays plus récemment pourraient eux aussi apporter des éléments, soit de leur culture d'origine, soit à la culture française. Emmanuel Macron a une phrase que j'aime beaucoup qui est de dire que la culture c'est un fleuve aux 1000 confluents, et moi c'est la conception que j'en ai. Ma génération aussi, au-delà de ça, puisqu'il y a l'aspect évidemment des différentes cultures qui peuvent composer la culture de France, mais il y a aussi comment ma génération peut avoir, à travers des cultures urbaines, à travers des choses qui sont plus contemporaines, contribuer au patrimoine français. Et c'est ça que moi j'entends par culture plurielle et vivante, contrairement à ceux qui voudraient la réifier, qui voudraient qu'elle n'ait que des racines chrétiennes par exemple, qui voudraient qu'on ait le droit de lire qu'un type de littérature, d'écouter qu'un type de musique. Et c'est bien à ça que je pense quand je dis que je souhaite que, comme le président de la République là aussi l'a rappelé devant le Congrès, on aille vers une culture plurielle et vivante et qu'on en soit fiers en France. Merci beaucoup Aurélien Taché, député français du Val d'Oise. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci sur TV5 Monde.